Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Olivier Ray. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, vous êtes mathématicien, vous avez écrit notamment Une question de taille, L'heure et malheur du transhumanisme et donc votre dernier livre Réparer l'eau est aux éditions Stock. Alors d'abord, je voulais parler avec vous, on va définir les termes parce que vous êtes très attaché aux définitions dans ce livre. Alors comment a évolué la définition de l'eau ? En réalité, ici, avec l'eau, je prends un exemple particulièrement emblématique d'un mouvement général en Europe au cours des derniers siècles, qui est d'avoir un rapport au réel qui est de plus en plus médiatisé par des sciences mathématiques de la nature, par de la technologie, ce qui fait qu'on ne juge plus véritablement du réel à travers ce que nous en donnent nos sens et puis les histoires que l'on pouvait raconter, mais à travers un discours extrêmement sophistiqué qui est relayé ensuite qui explique aussi en fait à quel point aujourd'hui les grands médias ont pris de l'importance puisque, encore une fois, on ne va pas juger de l'état du monde d'après ce qu'on voit dans la rue, mais en allumant la télévision ou en se branchant sur certains réseaux sur Internet. Et ce basculement précisément dans le rapport au monde qui n'est plus le rapport du monde tel qu'il se donne à nous, mais tel qu'il nous est donné par toute une gigantesque superstructure informationnelle et culturelle. Voilà, là j'ai pris un exemple particulièrement emblématique qui est celui de l'eau. Et alors, effectivement, vous avez raison, les définitions des dictionnaires sont souvent très révélatrices. Alors, on n'a pas des dictionnaires pour des périodes très reculées. En France, les premiers dictionnaires apparaissent vers la fin du XVIIe siècle. Mais alors, vous voyez, j'avais relevé la définition de l'eau dans le dictionnaire de Furetière, à la toute fin du XVIIe siècle, qui dit « eau ». C'est le troisième des quatre éléments. Alors là, vous voyez, on est encore dans une physique des quatre éléments, terre, air, eau et feu, parce que c'est comme ça, manifestement, que les anciens recevaient le monde. Troisième des quatre éléments, qui est froid et humide par sa nature, ce nom se donne à tous les corps clairs et liquides qui coulent sur la terre, comme eau de mer, de rivière, de fontaine, d'étang, de source, de citerne, de puits. Et là, vous voyez qu'en fait, on ne donne pas véritablement une définition de l'eau, on énumère les lieux où on rencontre l'eau. Vous voyez, on ne dit pas voilà ce que c'est que l'eau, et voilà les endroits où on rencontre l'eau. Donc vous avez mer, rivière, fontaine, étang, source, citerne, puits. Maintenant, si vous prenez le dernier grand dictionnaire en date français, qui est le Trésor de la langue française, qui a été édité à la fin du XXe siècle par le CNRS, alors qu'est-ce que c'est que l'eau ? C'est un liquide incolore, inodore et sans saveur à l'état pur, formé par combinaison d'hydrogène et d'oxygène de formule chimique H2O. Et donc là, vous voyez qu'on passe de l'eau de la mer, des rivières, des fontaines, des étangs, des sources, des citernes, des puits, à un corps qui est formé par combinaison d'hydrogène et d'oxygène de formule chimique H2O. Donc en fait, déjà, si on n'a pas fait d'études de chimie, d'ailleurs, on ne sait même pas à quoi ça correspond, c'est très ésotérique. Et puis même, on sent bien quel est le rapport précisément entre cette formule H2O et l'eau dont on peut avoir directement l'expérience. C'est ça. Et donc, maintenant que les définitions sont purement scientifiques, en fait, la vérité des choses, si c'est seulement sur les prismes scientifiques, appartient à des techniciens et à des scientifiques. Oui, enfin là je prends l'exemple d'une définition qui est de type scientifique, mais le problème c'est que, si vous voulez, si même l'eau, finalement, l'homme moyen ne sait plus véritablement, quand il ouvre un dictionnaire et qu'il voit la définition de l'eau, il ne sait plus vraiment ce qu'est l'eau, en fait on va pouvoir mettre en doute, ça rejoint un peu ce qui était dit auparavant, on va pouvoir mettre en doute tout ce que son expérience directe du monde lui apprend, pour lui dire non, mais attendez, il y a des experts, il y a des spécialistes.
Et plus au-delà du côté scientifique, c'est le côté de l'expertise. Il faut qu'il y ait des gens qui ont un savoir particulier, des experts, qui vont nous renseigner sur l'état du monde. Et notre expérience, a priori, n'a aucune valeur. Et il y a un anti-expert et qui est un pro-expérience, c'est Francis Ponge, vous êtes dans le parti pris des choses, et qui donne une définition complètement différente de l'eau, et c'est un parti pris contre la science moderne. C'est-à-dire que Francis Ponge se rend compte précisément que quand il ouvre des dictionnaires, il ne voit plus le rapport entre les définitions qui sont données dans le dictionnaire et les choses telles qu'il les appréhende lorsqu'il regarde le monde et qu'il y évolue. Et c'est pour ça qu'il a écrit un peu des recueils. L'un d'entre eux est particulièrement admirable, qui est intitulé le parti pris des choses. Et Francis Ponge se livre à une sorte d'ascèse. Il essaye d'oublier tout le savoir qui a été accumulé sur les choses depuis des siècles, pour essayer de retrouver un rapport direct à ces éléments, à les laisser être véritablement ce qu'elles sont. Et alors, il s'intéresse à un peu n'importe quoi. Il écrit un texte sur un cajot, il écrit un texte sur les navets, il a écrit aussi de très beaux textes sur l'eau. Pour retrouver l'essence des choses face au désenchantement du monde. Alors, vous en parlez beaucoup de désenchantement du monde. Il y a un petit passage de Francis Ponge qui m'a beaucoup inspiré, où il dit alors, la fonction de l'artiste est fort claire. Alors, c'est l'artiste tel que lui le conçoit. Il doit ouvrir un atelier et y prendre en réparation le monde par fragments comme il lui vient. Voilà, réparateur attentif du homard ou du citron, de la cruche ou du compotier, tel est bien l'artiste moderne. Bon, disons que c'est l'artiste tel que lui le conçoit. Mais vous voyez le titre du livre « Réparer l'eau », en fait, ça vient de là. Il dit qu'on doit ouvrir un atelier et y prendre en réparation le monde. Pour redonner l'essence, la définition de l'essence des choses. C'est le philosophe allemand Edmund Husserl qui disait qu'avec les sciences mathématiques de la nature, on avait recouvert le monde d'un vêtement d'idées. Et ce vêtement d'idées, d'ailleurs, via la technologie, c'est largement doublé d'un vêtement d'infrastructure. Et donc, en fait, on a un rapport toujours au monde aujourd'hui qui a tendance, en particulier dans les grandes villes, qui est médiatisé par un gigantesque appareillage technologique. Et ce que j'essaye de faire Francis Ponge, on pourrait dire, c'est de retirer ce vêtement d'idées pour avoir un rapport beaucoup plus direct aux choses. Mais vous n'êtes pas contre la science moderne, mais vous dites comme Léonard, qu'elle doit avoir une fonction de contemplation attentive de la nature. La science moderne, c'est pas vraiment, elle est pas du tout dans la contemplation, elle est plutôt dans l'opératoire, et c'est bien pour cela que via la technologie, elle se révèle aussi efficace pour agir sur le monde. Et par ailleurs, on doit savoir gré d'énormément de choses, d'abord de savoir tout à fait impressionnant, et puis deuxièmement d'un tas d'appareillages dont on fait un usage quotidien et qui nous facilite extrêmement la vie, parce que c'est ma mère qui était institutrice à l'époque où elle corrigeait le certificat d'études. Une année, il y avait comme question proposée aux candidats quels sont les 3 états de l'eau. Alors évidemment, on attendait à ce qu'ils disent la glace, l'eau liquide et l'état gazeux, la vapeur d'eau. Et il y avait un candidat qui avait répondu l'eau du robinet, l'eau des WC, l'eau de piscine. Et il ne l'avait pas fait par ironie. Mais ce qui était très révélateur, c'est que vous voyez dans Furetière, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il disait eau de mer, de rivière, de fontaine, d'étang, de puits, etc. Et en fait, aujourd'hui, un enfant qui naît dans une grande ville, il décrivait là où il rencontrait l'eau. En fait, lui, il donnait spontanément une définition qui était semblable à celle de Furetière, sauf que les rivières, les étangs, les puits et les citernes étaient remplacés par l'eau du robinet, l'eau des WC, l'eau de piscine. Mais vous voyez qu'à chaque fois, c'est une eau captive, c'est une eau qui... Et alors, encore une fois, si on devait aller pour tous nos besoins chercher encore l'eau au puits,
on se rendrait compte à quel point les robinets sont quand même extrêmement importants et nous facilitent extrêmement la vie. Et donc, il faut ne pas être, comme disait Raymond Aron, il ne faut pas avoir l'ingratitude vis-à-vis des problèmes résolus. Bon, le seul problème, moi, que je vois, c'est quand cette approche scientifico-technologique du monde qui nous rend tellement de services et qui nous apprend tellement de choses, tend à devenir hégémonique, parce qu'à ce moment-là, au nom de nous faciliter la vie, elle rabougrit aussi notre vie. Moi, je travaille dans un institut qui s'appelle l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques, qui a eu pendant 15 ans, ça devait être de 1940 à 1955, comme directeur Gaston Bachelard. Et Gaston Bachelard était un philosophe des sciences. Il a écrit des livres d'épistémologie, comme on dit, qui à l'époque était tout à fait remarquable. Il a beaucoup réfléchi sur la science moderne. Et en même temps, Gaston Bachelard, qui était un fils de cordonnier né à Bar-sur-Aube, lui, son expérience primitive des éléments, c'était quand même encore de quelqu'un qui venait de la campagne. Et il a écrit des très beaux livres sur les 4 éléments. Psychanalyse du feu, l'eau et les rêves, l'air et les songes, enfin je ne vais pas tous les énumérer. Et vous voyez, il a écrit un livre qui s'appelle L'eau et les rêves. Est-ce qu'on pourrait écrire un livre H2O et les rêves ? Non, ça ne marche pas du tout. Et là, on voit que le dictionnaire qui vous dit l'eau, c'est H2O, en réalité, ce n'est pas synonyme, puisque l'eau peut faire rêver alors que H2O, non. C'est ça. Et vous dites que donc, l'origine de cette distinction, elle vient notamment de Galilée. Elle vient du moment où donc, la science moderne s'est dit, en fait, la vérité n'est qu'une mise à jour des structures mathématiques et scientifiques du monde. La grande affirmation de Galilée, c'est que le livre de la nature est écrit en langue mathématique et que donc c'est par les mathématiques qu'il faut le déchiffrer et les autres manières de le déchiffrer ne valent pas grand-chose. Donc à ce moment-là, effectivement, ça lance un grand programme scientifique de la modernité qui est comme vous l'avez dit, de mettre au jour les structures mathématiques qui sont sous-jacentes au phénomène et qui sont censées en donner la vérité. Et donc il y a un effacement donc, du cosmos, en tout cas de la vision du monde entre un monde terrestre et un monde céleste. Et ça va influencer toute la Renaissance. Oui, bien sûr. Mais c'est pour cela que dans le livre sur l'eau, je me suis beaucoup intéressé à une figure intermédiaire passionnante qui est Léonard de Vinci. Puisque Léonard de Vinci, fin 15e, début 16e siècle, il est vraiment à la charnière entre deux mondes, entre le monde ancien et le monde moderne. D'un certain point de vue, Léonard de Vinci peut sembler annoncer le monde technicien moderne avec son côté ingénieur. Pendant longtemps, Léonard de Vinci a œuvré comme ingénieur en hydraulique. Il concevait des canaux, des pompes, des écluses, entre autres. Et on trouve à l'œuvre chez Léonard de Vinci ce génie technicien qui va tellement se donner libre cours pendant les 3 derniers siècles. Et en même temps, chez Léonard de Vinci, il y a toujours un retour chez lui à la contemplation du monde tel qu'il se donne. Et c'est pour cela que pour lui, l'activité suprême, c'était la peinture. La peinture qui n'est pas là pour transformer le monde, mais qui est au contraire là pour essayer de voir le monde le mieux possible. C'est d'ailleurs un exercice auquel n'importe qui peut se livrer. Goethe, il disait qu'il n'avait jamais véritablement vu une chose tant qu'il n'avait pas cherché à la dessiner. Et le fait de chercher à dessiner une chose, tout d'un coup, ça nous oblige à la regarder très attentivement et à y déceler des tas de choses qu'on n'y voyait pas auparavant. Et pour Léonard de Vinci, encore une fois, la science suprême, c'était la peinture, c'est-à-dire un retour au monde tel qu'il se donne à nous. Et il était particulièrement fasciné dans sa peinture par l'eau, parce que l'eau, en tant qu'elle coule,
justement à quelque chose qui pose un redoutable défi aux peintres, puisque évidemment la peinture ce sont des images statiques, et comment dans le statique donner l'idée du mouvement, et en particulier de l'écoulement de l'eau. Mais vous voyez, par exemple, Léonard de Vinci, on raconte, il y a un certain nombre d'anecdotes sur son compte, mais Léonard de Vinci, on raconte que quand il passait devant la boutique d'un oiseleur, il achetait l'oiseau pour le libérer, parce que pour lui, un oiseau, c'était pas fait pour être dans une cage, mais c'était fait pour voler. Et ce qui intéressait, Léonard de Vinci s'intéressait intensément à la nature, mais dans le sens, vous voyez, étymologique de la nature. Nature, en latin, c'est natura, c'est lié au verbe nascor, qui veut dire naître, et nature, nativité, c'est la même racine, et la nature, c'est le monde qui s'oppose à ce qui est fabriqué. Et en fait, la nature, c'est donc ce qui se donne par soi-même. Et donc, Léonard de Vinci, qui voulait connaître la nature, il disait, la nature, si on veut véritablement la connaître, il faut la laisser être nature. Ce qui est tout à fait différent de la démarche expérimentale qui va se mettre en place, où on va forcer la nature dans certains dispositifs à répondre aux questions qu'on lui pose. Et donc cette place de l'homme dans le cosmos, vous dites que donc, au Moyen-Âge, l'homme est au centre du monde, et c'est le monde tourne autour de lui, et à partir du moment où il y a Galilée, il n'est plus que spectateur du monde qu'il doit comprendre, le monde qui n'est qu'un algorithme mathématique. Alors, je ne dirais pas ça, je ne dirais pas que dans l'Antiquité ou dans les temps médiévaux, l'homme était au centre du monde. Il percevait le monde comme un cosmos. Alors, cosmos en grec, le sens premier du terme, c'est harmonie, bon ordre. On en a encore un petit signe dans le français moderne à travers le terme cosmétique. Vous voyez, cosmétique, c'est ce qui est là pour nous donner des traits un peu plus harmonieux qu'ils ne sont pour nous donner belle apparence. Mais par exemple, vous voyez dans l'Iliade, quand l'armée grecque est bien rangée en ordre de bataille, elle est cosmique parce qu'elle est bien rangée. Et donc les anciens concevaient le monde comme un bon arrangement, et la tâche de l'être humain à l'intérieur de ce bon arrangement, c'était de trouver la place qui lui revenait, qui lui était réservée à l'intérieur de cet ordre et de cette harmonie générale. Et cela a pu être repris dans la pensée chrétienne aux temps médiévaux, avec l'idée que le monde ayant été créé par un Dieu bon, et qui, après chaque jour de la création, contemplait son œuvre et disait « cela est bon », finalement, quand Dieu dit « cela est bon », ça veut dire que c'est un cosmos, au sens grec. En revanche, non, ce qui va se passer, et par ailleurs, certes, dans le modèle cosmologique qu'on avait, on avait la Terre au centre, et puis autour, on avait les sphères célestes. Mais dans cette distribution-là, l'homme n'avait pas du tout à se vanter d'être au centre, parce que le centre du cosmos, la Terre, c'était l'endroit le plus bas du cosmos. Et plus on montait dans les sphères célestes, mieux c'était. C'est pour ça que quand on disait qu'on était au 7e ciel, c'était absolument formidable. Il y avait en fait, encore une fois, dans l'ancienne distribution, quand la Terre était au centre, la Terre valait moins que les cieux qui l'environnaient. En revanche, quand on passe dans la nouvelle vision copernicienne et galiléenne, en fait, là, la Terre devient un corps parmi d'autres dans l'univers. Donc, on a l'opposition entre terrestre et céleste disparaît. Et par ailleurs, il y a cette affirmation que les mathématiques sont le langage universel pour comprendre ce monde. Et là, au contraire, l'être humain, en réalité, va être séparé du monde, parce qu'il va être un être qui, lui, est pourvu de conscience, et qui, grâce à sa conscience, doit pouvoir
aller au-delà des phénomènes et découvrir les structures mathématiques du monde. Et justement, vous dites que ce rapport, comme il n'y a plus de rapport existentiel avec les choses, nous rentrons dans un monde d'ennui. Vous dites donc la géométrie elle nivelle le monde, elle le rend différent, mais d'un point de vue moderne, l'éloignement n'implique aucune élévation, il n'évoque plus la distance contemplative du sage, mais l'absence de rapport existentiel avec les choses, d'où naît l'ennui, l'assédie. Donc c'est ce qui nous attend, c'est un monde d'ennui en réalité, parce qu'on ne peut plus s'élever vers les cieux. Oui, et puis, vous voyez, toute l'industrie du loisir et du divertissement qui s'est mise en place. Pourquoi a-t-on tellement besoin de cette industrie des loisirs et du divertissement ? Précisément parce que sinon, on sombre immédiatement dans l'ennui. L'homme contemporain est en permanence en train de lutter contre... on s'en rend même plus compte, mais de lutter contre l'ennui. Et alors, vous voyez, aujourd'hui, le smartphone, ça c'est extraordinaire. En fait, l'être humain, aujourd'hui, a énormément de mal à rester assis quelque part sans rien faire. Soit en regardant le monde, soit en remuant ses pensées, et ben non, immédiatement, il va sortir le smartphone de sa poche et regarder ce qui se passe. Il ne sait plus être dans la contemplation. Alors, vous aviez plusieurs éléments qui nous permettaient de comprendre ce que l'eau nous permettait d'apprendre sur le monde, par exemple le temps qui passe, mais aussi dans le christianisme, à quel point l'eau est important pour la purification, pour expliquer ça. Donc l'homme comprend des choses pas seulement d'un point de vue scientifique, mais aussi par l'expérience, mais aussi dans la comparaison. Oui, vous parlez d'une âme desséchée. On ne peut plus comprendre ce que c'est une âme desséchée si on ne sait pas ce qu'est l'eau, si on n'a pas fait l'expérience de l'eau, par exemple. Oui, mais en fait, l'être humain se comprend lui-même forcément en se comparant à autre chose que lui. Et à quoi un être humain peut-il se comparer ? Eh bien, d'un côté, il y a le divin, il y a les dieux ou Dieu, et puis de l'autre côté, il y a le monde environnant. Et donc, plus les cieux sont peuplés et plus la nature est riche, plus l'être humain va pouvoir découvrir en lui énormément, être sensible à ce qu'il habite. En revanche, si les cieux sont vides et que par ailleurs la nature elle est réduite à l'utilisation que l'on en fait, eh bien précisément l'homme s'appauvrit de manière épouvantable. Et c'est pour cela que quand Francis Ponge, par exemple, faisait son recueil Le parti pris des choses, c'était pas un parti pris en faveur des choses contre l'être humain, c'était au contraire un parti pris des choses au bénéfice ultimement de l'être humain, parce que son idée c'était que plus l'être humain reconnaîtrait de richesse dans les choses, plus il pourrait reconnaître également en lui de sentiments, d'affects, etc. Et alors, par exemple, effectivement, Bachelard disait que saurions-nous de la pureté sans le spectacle d'une eau pure. Et vous voyez, la pureté, c'est un concept, mais en fait, quel est notre accès à ce concept ? Jamais les êtres humains n'auraient eu l'idée de la pureté s'il n'y avait pas eu le spectacle d'une eau pure. Et c'est pour cela que dans toutes les religions de par le monde, l'eau a été toujours l'élément purifiant, et qu'on retrouve évidemment au premier chef dans le christianisme avec le baptême. Et dernière question... vous voyez, on baptise avec de l'eau, on ne baptise pas avec de l'H2O. Oui, bien sûr. Et dernière question, moi, votre définition de l'eau scientifique, ça m'a fait penser aussi à Harari. Je ne sais pas si vous connaissez Yuval Noah Harari, qui a écrit Homo sapiens, qui décrit l'homme comme un algorithme biochimique seulement. Et donc, qui est en réalité une définition qui permet le transhumanisme. Parce que oui, mais vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire que quand je disais, il y avait pendant très 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 longtemps, depuis qu'il y a des hommes sur la Terre, l'homme se situait par rapport aux dieux et par rapport à la nature. Maintenant, Harari, qui est quelqu'un de hyper technologisé, qui vit dans un monde complètement artificiel, eh bien c'est normal que
pour se comprendre lui-même, comme je dis qu'on ne se comprend soi-même qu'en se comparant à l'environnement, s'il est dans un environnement de machine, il va se concevoir lui-même comme une machine. Voilà, c'est... Et donc, qui doit progresser. C'est une illustration, je peux pas en donner de meilleure, mais sauf que je trouve que c'est une définition qui est quand même assez triste, réductrice et ennuyeuse. Eh bien, merci beaucoup Olivier Rey. On rappelle le titre de votre livre Réparer l'eau aux éditions Stock. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.